Que faut-il faire maintenant où la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression? Est-ce que faut-il que les Congolais se retrouvent pour dialoguer afin de créer la cohésion nationale ou l'unité qu'il faut? Est-ce que faut-il continuer à combattre, à se battre contre l'ennemi rwandais à côté de ces Congolais-là qui ont décidé de prendre les armes contre leur propre pays? Ou faut-il carrément laisser à l'ennemi, soutenu par le Rwanda, de venir jusqu'à Kinshasa pour renverser les régimes Tshisekedi? Telles sont des questions que les Congolais se posent et que nous nous posons aujourd'hui aussi dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés partout à travers le monde où vous allez nous suivre pour suivre encore une fois attentivement ces magazines, les débats congolais. Après la prise de Bukavu, la rencontre ou les rencontres entre les évêques catholiques, Paul Kagame, et l'opposition armée et non armée, est-ce que cette fois-ci, les évêques catholiques vont réussir à mettre tous les Congolais autour d'une même table pour passer au peigne fin, faire les tours d'horizon de toutes ces questions, tous ces sujets d'actualité? Nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui des journalistes. L'un est éditorialiste, il s'appelle Patrick Eyalé. Monsieur Patrick Eyalé, bienvenue. Merci Charles-Eka. Et à côté de lui, il y a le patron de Netic News, parfois confondu parmi les chroniqueurs. Et il s'appelle Gauthier Sey. Monsieur Gauthier, bienvenue. Merci cher ami, je salue mon co-débatteur, tous ceux qui me suivent, et j'ai le réel plaisir de présenter cette émission. Plutôt de participer à cette émission et derrière la caméra. Je suis soutenu par un soutien très très fort, plus que même le soutien de l'AFC M23. C'est quel soutien comme ça? Je pense que je suis en forme. Ah ben, les téléspectateurs ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Nous saluons la présence de Madame Sey, qui est un soutien indéfectible à son mari. Merci pour cette belle dame d'avoir accompagné ses confrères ici pour prendre part à cette émission. Alors je commence avec toi, Gauthier Sey. La situation en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire est délétère. Bukavu est tombé sans coup férir, alors que on avait suivi les messages postés sur les comptes X du président Macron demandant aux troupes rwandaises et aux militaires M23FC de se retirer de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu. Et le matin, le dimanche, on se réveille, un déploiement massif des militaires rwandais dans Bukavu et à l'aéroport. Gauthier Sey, comment expliquer, comment comprenez-vous les choses, ces villes qui tombent comme des châteaux de cartes? Quelle analyse faites-vous lorsque vous avez vu Bukavu tomber et que vous avez vu le président français sortir pour faire ces messages-là? Charles, on a l'impression que l'armée congolaise n'existait plus. On a l'impression que le commandement ne fait plus son travail. Et ce qui m'a plus tiqué, c'est que ces villes tombent toujours à l'absence du chef de l'État. Je vous rappelle que Goma est tombé, le chef de l'État n'était pas au pays. Bukavu, même, le chef de l'État était en dehors du pays. Il revient, je ne sais pas quel contact il a pris avec le président français pour qu'il prenne, d'abord, lui-même a posté ça sur son compte X, qu'il a parlé avec le président congolais et puis quelques agresseurs, l'ennemi du Congo qui est les Rwandais. Les Rwandais, bon, avec son président Paul Kagame, bien sûr, on ne doit plus se voiler les faces, à qui il a demandé de cesser les faits et il a demandé, n'est-ce pas, aux troupes rebelles de se retirer. Et j'ai même suivi les chefs de l'État initier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité où il a annoncé ça. Et le porte-parole du gouvernement a rendu ça public devant la presse. Nous tous, on avions relayé. Mais fort malheureusement, dimanche à partir de 5 heures, on constate qu'il y a certains confrères congolais, mais qui font les jets de l'ennemi, qui nous apprennent que
les M23 est en train de s'installer et ils sont en train d'avancer vers la place de l'indépendance. Effectivement. À Bukavu. À Bukavu, bien sûr. Après avoir contacté quelque chose sur place, ils nous confirment l'information. Mais c'est quoi cette histoire? Comment les villes sont en train de tomber avec autant de facilité? Alors que Bukavu pouvait être épargné, Charles Quint. Je vous rappelle qu'une semaine avant que les M23 ne puissent prendre la ville, l'évêque Xavier avait déjà alerté là-dessus. L'évêque de Goma. De Goma, bien sûr, il avait déjà alerté là-dessus. Il a saisi les gouverneurs, il a saisi la première ministre, il a écrit presque à toutes les autorités en leur disant que nous sommes encerclés, il faut faire quelque chose. Il faut rapidement intervenir. Ça faisait une semaine. Les mouvements citoyens n'ont pas arrêté d'alerter. Mais curieusement, à 2 jours déjà de la prise de Bukavu par le M23, j'ai vu encore une autre note, n'est-ce pas, signée par quelques mouvements citoyens, où ils demandaient aux FARDC et aux autorités congolaises de ne pas se battre avec les M23 qui ont déjà cerclé, sinon on risque de tuer beaucoup de civils. Est-ce qu'il y a certains généraux, certains militaires, je ne sais quoi, qui d'autre, qui jouent les jeux de l'ennemi? On avait arrêté quand même un militaire là qui envoyait même la carte SIM. Il était accusé d'être là, c'était à Goma. Avec l'ennemi. On pouvait quand même, au niveau de Bukavu, Charles Quint, éviter à Bukavu ceux qui sont en train de vivre. Je vous rappelle qu'à la prise de Goma, selon les rapports de l'ONU, Charles Quint, on a perdu 2900 âmes. Pendant qu'on est en train de tuer à Goma, à Nitouri, il y a eu carnage de 40 civils. Ce sont des Congolais, ce sont des innocents qui sont en train de mourir à cause des incompétences des autres. Vous parlez d'incompétence? Incompétence, complicité de certains militaires, de certains politiques, parce qu'on a l'impression que ces coins du pays-là n'intéressent plus d'autres politiques. On a l'impression que ces coins du pays-là n'intéressent plus d'autres militaires. Vous avez l'impression, alors qu'on a vu des moyens militaires importants déployés dans toute cette partie-là de la République. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'impression comme s'il était négligé. Les moyens militaires ne suffisent pas, Charles Quint. On a les moyens, les matériels, mais les personnels aussi, ces militaires, il faut les motiver. Qui commande ces militaires? Comment est-ce qu'ils ont été encerclés pendant tous ces temps? Comment l'Église l'a su et les services des renseignements faisaient quoi? Pendant que l'Église était en train d'alerter, pendant que les mouvements citoyens étaient en train d'alerter, une semaine avant la prise de Bukavu, les renseignements faisaient quoi? J'ai l'impression que le chef d'État lui-même n'est pas bien informé aussi de la situation de l'Est. J'ai l'impression qu'on ne lui dit pas la vraie vérité sur le terrain. Que faisaient ces services des renseignements sur place? Les gouverneurs civils qui étaient là, n'étaient-ils pas informés que la ville était déjà encerclée? Après qu'il soit alerté par l'évêque de Bukavu, ne l'avait-il pas reçu pour qu'il ait des amples détails sur la situation de l'insécurité de Bukavu? Donc on a l'impression que l'infiltration, c'est à tous les niveaux et on ne sait plus à quel sens c'est voué. Parce que là, Charles Quint, je crains pour Bunia, je crains pour Kisangani, parce qu'ils ont informé que dans les 2 semaines qui suivent, ils vont progresser vers Bunia, ils vont progresser vers Kisangani. Alors que même pour Bukavu, on a été informé. Pourquoi cette politique, n'est-ce pas? Nous avions une politique de réaction au lieu d'avoir une politique d'anticipation. On n'anticipe pas. Ça bloque à quel niveau? Mais on a vu quand même... Alors qu'on a des éléments forts, on a une main forte, et c'est un problème de commandement, c'est un problème de politique. À ce stade, Charles Quint, tant de questions qui taraudent, n'est-ce pas, la pensée des Congolais. C'est extrêmement grave, mais malheureusement, ce sont des responsables des familles, ce sont nos mamans, ce sont nos enfants qui sont violés, qui sont tués, décapités par des rebelles à cause de l'incompétence. Merci beaucoup, Gauthier. C'est Patrick Yalé. Plus de 3000 morts à Goma. Un carnage incroyable. Cela n'a pas ému le monde. Les Congolais meurent comme des mouches. Hein. Ça n'intéresse pas des gens, même si on parle des femmes violées, des enfants tués. Ça n'aimait pas le monde. Et là, à Bukavu, on voit aussi, on annonce des morts, les meurtres des enfants, soldats. Bon, pas de soldats, les enfants des militaires qui ont été abattus hier par l'ennemi. Les Rwandais et les M23, AFC. À qui la faute? Bukavu tombe. Après Goma, à qui la faute? Une négligence coupable du commandement militaire, du président de la République. À qui la faute? J'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit, de peur que cela m'échappe dans l'introduction. Vous avez parlé d'opposition armée.
Que je sache, notre constitution ne reconnaît pas d'opposition armée. Je ne sais pas si vous avez emboîté le pas au narratif de M. Kamitatou, qui a... Même les évêques ont parlé de l'opposition armée, hein? Je ne vois pas une grande différence entre le narratif dit par Kamitatou et le narratif dit par les évêques. Je ne vais pas revenir sur l'épisode des 40 000 smartphones. Vous m'épargnerez de faire savoir que les deux entités citées parlent le même langage. Mais que je sache, l'opposition armée n'existe pas dans notre constitution. Venant de personnes qui se sont levées pour dire non à tout changement de constitution, grand bien leur face, il faudrait que dans leur narratif, que les éléments de langage soient des éléments compris dans notre constitution. Je ne peux pas comprendre que des politiciens qui tiennent à la sauvegarde de la constitution nous parlent d'opposition armée. Notre constitution ne reconnaît pas une opposition armée, fut-elle menée par des Congolais. Quoique, même derrière ces Congolais, l'on sait que ce n'est pas une opposition armée, c'est des personnes qu'on a prises pour, je dirais, congoliser l'agression. C'est cela en fait. Congoliser. Congoliser l'agression. Ce n'est pas une première, c'est une récidive de l'histoire qui s'est entamée avec la guerre d'agression de l'AFDEL. C'est, je dirais, 30 ans après, le même cycle. Je devais rétablir un peu... Donc vous vous opposez au concept d'opposition armée? Non. Même parce qu'elle n'existe pas dans la Constitution, mais dans les faits, cette opposition-là est là. Hein. Oui, dans le fait, il aurait fallu que les personnes qui utilisent ce narratif fassent savoir ou émettent un regret à cela. Ils semblent normaliser cela. Ils semblent considérer cela comme quelque chose je dirais, de normal. Dans le narratif des uns et des autres, des personnes citées, ils semblent considérer cela comme faisant partie d'une suite normale et logique de l'histoire que nous devons avoir des Congolais, parce que par content, ils prennent les armes sous-traitées par un pays voisin. Il aurait, je pense, à mon humble avis, dit cela en le dénonçant. Mais en aucun moment, il ne dénonce cela. Il semble même s'en accommoder. Je pense que même accommoder, c'est un euphémisme. Il semble l'encourager. Il semble l'encourager. Alors, Bukavu tombe, des villes tombent comme le château de cartes. Hein? À qui la faute, Patrick Allé? La faute est à plusieurs niveaux. Je ne dédonnerai pas ici le numéro 1, le président de la République. Il est fautif. Il est responsable. Il est responsable pour ne pas avoir pris la pleine mesure du danger que représente Kagame. Il a, je vais le dire avec des mots, je dirais, courtois, parce que je n'ai jamais caché ma courtoisie pour le chef de l'État, mais quand il faut dire des choses, nous devons les dire. Le chef d'État a fait une erreur d'appréciation à sa prise de pouvoir, en pensant qu'il suffisait d'entretenir des relations de fraternité, d'amitié avec Kagame pour résoudre le problème que nous pose le Rwanda depuis 30 ans. Ça, c'était une faute. C'était une faute. La politique des bon voisinage était une faute. En tout cas, vouloir qu'il y ait plus d'échanges économiques entre le Rwanda et la RDC, comme ça a toujours été le cas partout à travers le monde, ça aussi c'est une faute, Patrick. Non, c'est une erreur d'appréciation parce que nous avons un voisin qui, ça va faire 30 ans, a un plan qu'il poursuit et qu'il veut parachever. Ce voisin, nous le savons. Je suis tombé sur une vidéo de Mzee Kabila, où dans cette vidéo, il dit clairement que la guerre que nous mène le Rwanda, c'est une guerre pour étendre son espace géographique, pour étendre leur fameux empire Imatuti. Donc déjà, le chef de l'État avait ces informations. Ces informations ne datent pas d'hier. Les motifs
qui conduit Kagame à faire cette guerre. C'est des motifs d'expansion géographique, c'est des motifs de pillage de ressources de nos minerais. Parce que dans l'entretemps, 30 ans après la prise de Kivu, le Rwanda est devenu dans l'entretemps premier producteur mondial du coltan, exportateur des minerais. C'était prendre Kagame pour un enfant de cœur qu'il n'est pas, de penser qu'il suffit de permettre à sa compagnie aérienne de venir faire des vols commerciaux, de signer des accords win-win, pour penser qu'il allait renoncer à se beurrer les épinards derrière notre dos. Non. Mais j'aimerais aussi, ce n'est pas pour... ça, c'est la première responsabilité de Tshisekedi. Non, je compte dans ce là. Ce n'est pas pour épargner le chef de l'État, mais j'aimerais aussi être équilibré et nuancé. Le chef de l'État, quand il prend le pouvoir, combien de choix avait-il face à ce problème qu'il a trouvé? Devant une armée, mon ami, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour la lucidité qu'il montre, parfois même si je ne partage pas son côté un peu extrémiste, mais bon. Ah, Gauthier est extrémiste. Parfois. Ah, ok. Parfois. Il a si bien dit, en se posant la question, est-ce un problème d'infiltration? Un problème d'infiltration. De trahison aussi. De trahison aussi. Le chef de l'État, quand il arrive, on est déjà à 30 ans d'infiltration. 30 ans d'infiltration. 30 ans d'infiltration. De brassage, de mixage. C'est-à-dire la partie orientale, 30 ans après, c'est une partie à la botte de Kagame. Contrôlée économiquement, sécuritairement par Kagame. Moi, quand les gens disent, quand Tshisekedi entre, les territoires nous appartenaient, mais c'était de la poudre aux yeux. C'était une façade. C'était un moyen, je dirais, bien policé de perpétrer le crime. Mais nous savons tous que les M23 étaient vaincus militairement par l'armée de Kabila à l'époque. Faux. Non, le gouvernement, ça a toujours été dit. Le gouvernement a un problème depuis le début de communication. En 2017, je tombe sur un article de Radio Okapi où Julien Paluku, alors gouverneur du Nord Kivu, alertait sur le mouvement du M23 qui avait repris les armes. En 2017. Oui. Journal Radio Okapi. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Donc, ces gens se sont habitués à faire vivre du Congo au rythme des sondages. Ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus. Plus on cède à leurs revendications, plus les enchères augmentent. Jusqu'à ce qu'ils vont nous demander même de prendre nos femmes. Parce que Kabila leur a presque tout donné. Il leur a tout concédé. Mais pas de terres quand même. Et Kabila ne leur a pas cédé les terres qu'ils veulent. Les Rutshuru, Massissi, Kabila ne l'a pas fait. Dans les faits, non. Mais dans la réalité, ces contrées sont administrées, je dirais, sont tenues par des personnes qui ont fait allégeance au Rwanda. Par des personnes de la galaxie venues du mouvement premier de la rébellion, l'ancêtre de la rébellion. L'administrateur des Rutshuru, des Massissi, tout ça, ils sont d'obédience rwandaise, selon vous? Les chefs de secteur ou les autorités politico-militaires sont, jusqu'à l'ère où Kabila a quitté le pouvoir, ils étaient d'obédience rwandaise? Quand je vous parle de gestion de façade de nos territoires, comment tu m'expliques que c'est dans cette période que le Rwanda devient le plus grand exportateur de certains minerais? Ça, c'est pas les trafics, les trafics. Mais c'est pour dire que les personnes à la tête pour gérer administrativement sont là comme je dirais, je cherche un terme courtois pour ne pas me montrer, je dirais, mal poli. C'est des gens qu'on a mis là comme, je vais prendre l'expression à la mode, comme des pantins qui sont là pour, vous êtes là, mais laissez faire. Parce que c'est dans ces 30 dernières années, plus fortement ces 20 dernières années, que le volume d'exportation de minerais venant du Congo, venant de ces territoires que vous avez cités, a explosé au Rwanda, faisant du Rwanda un grand exportateur. Est-ce qu'il fallait-il laisser la situation telle qu'elle, avec la paix,
Parce qu'aujourd'hui, Patrick Yalé, on compte des morts et des morts. Vous avez parlé de 3000 personnes, mais vous avez oublié le massacre des Cachichés. Plus de 300 personnes tuées. Et la société civile Nord Kivu a recensé comme ça 17 massacres. Fallait-il laisser le trafic des minerais continuer et avoir la paix ou laisser la situation évoluer telle qu'elle se présente aujourd'hui? Vous m'avez coupé dans mon élan. Votre question, c'est la question que je me suis posée. C'est la question qui vaut ce peson d'or. Fallait-il que le chef de l'État laisse les choses à l'État et laisser faire? Ou fallait-il une autre option? Déjà, l'option prise par le chef de l'État s'est avérée être un échec. L'option de fraterniser avec Kagame. Mais la question à se poser, est-ce qu'il avait, en prenant le pouvoir, les moyens militaires de s'opposer à Kagame? On sait que non. Il ne l'avait pas hier, il ne l'a pas non plus aujourd'hui. S'il ne l'a pas non plus aujourd'hui, c'est maintenant là la responsabilité. Donc, des responsabilités engagées du président. Parce que, donc, des responsabilités, des fautes de Tshisekedi. Parce que, voyons d'où il a pris l'armée. Ayant constaté, parce que pendant que nous, on nous a endormis ces 20 dernières années, le Rwanda n'était pas endormi militairement. Le Rwanda est suréquipé. Suréquipé. Nous, on était endormis. Il y avait un embargo qui pesait sur nous. Où on ne pouvait même pas s'acheter des équipements. C'est à peine 2 ans, 3 ans qu'on a levé cet embargo. On parle du régime de notification. Alors, Gauthier Sey, Patrick Yalé relève que Tshisekedi a commis des fautes. Vous l'avez suivi? Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il fallait-il que Tshisekedi laisse la situation telle qu'elle était, le Rwanda en train d'exploiter illicitement les minéraux congolais, et en contrepartie avoir la paix, ou il fallait qu'il rompe les relations pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de Bukavu, demain peut-être Bunia, Kalemi et tout ça, jusqu'à Kinshasa? Très bien. Avant de rencontrer votre question, j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon estimé confrère Patrick Yalé, que j'aime beaucoup. Je dirais ici que Patrick ne sommes pas ici au stade de se plaindre sur le passé. Quand on cherche à voir les pouvoirs ou à conquérir les pouvoirs, c'est-à-dire on hérite les passifs et l'actif, n'est-ce pas? Et dire ici qu'en réalité, ces territoires n'étaient pas congolais, c'était géré par des patins, des gens qui ne faisaient que chauffer les sièges. Je dis que c'est faux. Conformément à l'accord du 23 mars, hein? C'est un accord qui est connu. Hein? Ici, nous savions que la guerre peut se vaincre en 3 dimensions. Sur le plan militaire, diplomatique, mais aussi même sur le plan politique. On peut faire des concessions pour vaincre une guerre. Qu'est-ce que Kabila a fait à cette époque pour repousser le M23? C'est vrai, il y a eu autant de concessions, il y a eu des brassages qui nous coûtent cher aujourd'hui, mais au moins reconnaissons au moins que nos terres appartenaient aux Congolais. Il n'y avait pas à Bunagana le M23. Il n'y avait pas à Rutshuru le M23. Mais elle parle de 2017, là, la déclaration de Gina Kalou. J'en arrive. Il n'y avait pas dans tous ces territoires, n'est-ce pas, les groupes rebelles qui faisaient la loi. Il n'y avait pas une monnaie étrangère. Il n'y avait pas de groupes rebelles à Massissi, Rutshuru, qui faisaient la loi à cette époque-là, donc dans le sens de, comme aujourd'hui nous voyons à Bunagana, c'est une autre monnaie qui se consomme là-bas, comme nous voyons à Rutshuru, c'est devenu des territoires rwandais aujourd'hui. C'est vraiment les Kinyarwanda, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Ça, on n'a pas vécu ça. Comment Kabila a su maintenir ça, on ne sait pas. Mais au moins, ça appartenait aux Congolais. À quel prix? Quand Tshisekedi, les chefs de l'État... À quel prix? C'est ça la question. Hein? J'en arrive. Quand le chef de Vous êtes d'accord avec les prix là? J'en arrive. Le chef de l'État accède en 2019 au pouvoir. Il trouve, n'est-ce pas, nos territoires et nos frontières intactes et normales. 2 345 000 km². Il n'y avait pas un seul territoire dirigé par un Rwandais ou par qui que ce soit. Les chefs héritent un pays normal. Et aussitôt arrivé aux affaires, j'entends parler, il a trouvé une armée qu'on a endormie pendant 20 ans. Brassé, mixé. Mais mon cher ami Patrick Yalé,
Les études ont prouvé partout dans d'autres démocraties ou dans d'autres pays qui se sont développés qu'en 5 ans, en 3 ans, on peut réformer et moderniser une armée. En 5 ans. Oui, en 5 ans. Là, je peux citer les cas du Tchad. Les cas du Tchad. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore cité un autre cas. Les cas du Boutchis ici, au Burkina Faso, comment il s'appelle, le capitaine Traoré. Il arrive, il organise son armée. Aujourd'hui, il est en train de traquer les rebelles. Et là, il ne s'agit même pas de la rébellion, il s'agit des terroristes qui sont en train de déranger, n'est-ce pas, l'intégrité de son pays. Mais ils ont bénéficié de l'appui de la France, ça il faut le souligner. Hein? Non, avant de bénéficier... Ils avaient bénéficié de l'appui de la France. Et après, ils ont mis jusqu'au moment où après, ils se sont brouillés avec la France. La France est en train de soutenir les terroristes. Et aujourd'hui, mais ils avaient d'abord bénéficié de l'appui de la France. Mais j'ai dit, après, ils se sont brouillés avec la France. Et la France, aujourd'hui, elle soutient les terroristes. Ils ont pu négocier avec la Russie, avec quelques forces. Aujourd'hui, ils sont en train de maintenir l'ordre dans leur pays. Donc, ici, je pense, on ne doit pas se voiler des faces. On doit se regarder droit dans les yeux pour dire que la responsabilité incombe à Félix Tshisekedi. Même avec le régime de l'embargo que Patrick a évoqué là. Je parle d'embargo, mais c'est avec l'embargo que Kabila a pu, n'est-ce pas, vaincre le M23. Ah, il a vaincu le M23. C'est avec l'embargo que Kabila a pu... Mais Patrick a dit qu'il n'a pas vaincu le M23. Je ne sais pas qu'est-ce que mon ami veut dire par là, mais ici, je me rappelle qu'en 2018, en 2011, nos frères et sœurs de Bounaganda, des Rutshuru, ils ont voté. Mais ici, en 2023, nos frères n'ont pas voté. Ils ne reconnaissent pas les régimes de Kinshasa. Bounaganda, ils n'ont pas été aux urnes. À Rutshuru, ils n'ont pas été aux urnes. À Nirangongo, ils n'ont pas voté. Moi et toi, mon frère, on ne peut pas prendre notre caméra, notre micro, se rendre là-bas à l'interview, qui que ce soit. On n'aura même pas d'accès. Mais il y a 5 ans, il y a 7 ans, on pouvait s'y rendre. Il y a 8 ans, j'ai vu des élections être organisées de l'autre côté. Donc c'est pour dire qu'il y a faille. Il y a quelque chose qui cloche. Et la responsabilité... Attendez... S'il vous plaît, je vais essayer de rencontrer mon ami qui a dit beaucoup de choses. La responsabilité, c'est les chefs de l'État. Il dit très bien. Il dit, les chefs ont été naïfs de penser que faire des Kagame un enfant de cœur pouvait résoudre les problèmes. Après, il a cherché à nuancer. Non, c'était une naïveté. Il faut le dire ici. Le chef a été naïf, il a été roulé. Il a été roulé? Oui. Si les chefs étaient bien entourés et que les chefs suivaient de près l'histoire du Congo, il allait se rappeler, n'est-ce pas, d'une interview que son prédécesseur, Joseph Kabila, avait accordée à la presse étrangère quand on lui a posé la question sur ses relations et les Rwandais. Il a dit, les relations ne sont pas bonnes. Ils agressent le Congo. C'était déjà pour Tshisekedi un élément fort pour savoir comment s'y prendre avec les Rwandais. Pensez faire venir Kagame ici parce que Kagame n'était plus en odeur de sainteté avec Kabila à cette époque-là, parce que Kabila c'était quand même à un certain moment réveillé de son profond sommeil pour dire, écoutez, je dois sauver quand même une partie du pays, j'ai beaucoup bradé, mais je dois réviser les codes miniers. Ça, c'est les Gauthier de 2025 ou bien les Gauthier qui étaient vent debout contre Kabila à l'époque? Les Gauthier restent objectifs par rapport aux réalités. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Quand c'est blanc, on dit c'est blanc. Donc, ça, c'est la réalité. Il s'est quand même levé un matin, il s'est dit, non, j'ai beaucoup bradé, j'ai beaucoup vendu. Aujourd'hui, il est temps quand même de donner aux Congolais. Il a révisé les codes miniers. Où la vaccination économique, administrative, politique a été consacrée. Pour vous, vous pensez que c'est du bluff tout ça? Hein? J'ai condamné ça. C'est comme ça que je dis qu'il a reconnu. Il s'est réveillé de son profond sommeil pour réviser les codes miniers. C'est qui lui a coûté, n'est-ce pas, tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Aujourd'hui, Kabila ne peut pas aller se promener calmement en Europe. Il ne peut pas aller aux États-Unis se promener calmement parce qu'il est sous embargo, des interdictions, des choses comme ça. Et donc, il est à cause du code minier. À cause du code minier. Ça, c'était un courage. Et ça, c'était au moins un meilleur coup de Kabila. C'est vrai qu'il a bradé nos richesses, tout ce qu'il y a eu. Mais au moins, il nous a laissé un pays entier. Tshisekedi arrive, au lieu de réformer l'armée, au lieu d'inviter la jeunesse de s'enrôler dans l'armée, Tshisekedi, lui, avec ses gens, ils se sont mis d'abord à chercher comment s'entretuer en interne. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'une armée ou dans un accord entre FCC-CACH, où il était dit avant de nommer, il faut une consultation, une concertation entre l'FCC et CACH. Ça, c'était vraiment une armée qui avait une unité de commandement. Mais Charles-Quint, nous ne sommes plus là. Une année et demie après ou 2 ans après, il y a eu ce qu'on appelait déboulonnement. Tshisekedi a utilisé un terme, il a déboulonné le FCC. Il a pris le pouvoir. C'est pour une première fois dans l'histoire de la République démocratique, je dirais même du monde, qu'en pleine législature, que la majorité parlementaire change. Nous avions connu ça dans ces pays. Donc il y avait une volonté
manifeste de la part de tous les politiques congolais d'accompagner Tshisekedi, de changer les choses. Parce qu'on voyait en lui les sphinx délimité. C'est pour une première fois dans l'histoire du monde que la majorité change en pleine législature. En plein Covid aussi. En pleine législature, la majorité a changé. On a déboulonné le FCC. Tshisekedi a eu les pleins pouvoirs avec une majorité de plus de 354 députés. Qu'est-ce qu'il attendait encore pour réformer? C'est sous cette majorité-là que Tshisekedi a pris le courage de convoquer en congrès, n'est-ce pas, les deux chambres pour prendre une loi interdisant les mixages, les bradages, tout ce qui va avec. Il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage avec les armées, tous ces gens qui se font passer pour des généraux. Alors, les cas de trahison, d'infiltration, je pense, là, à ce niveau-là, Tshisekedi pouvait déjà organiser les choses. Mais Tshisekedi s'est laissé distraire par certains, soi-disant, pro-régime, qui sont venus chercher leur argent, qui sont venus chercher comment s'enrichir. On a distrait Tshisekedi dans des fausses accusations. On s'est mis à les diviser de certains frères qui voulaient bien l'aider. Dis-moi aujourd'hui, la situation actuelle que le pays est en train de traverser, quels sont ces séquirocrates du Trump de Beya, de François Beya, qui peut aujourd'hui conseiller Tshisekedi à détourner les plans de l'ennemi? Eberhard, qu'on vient de nommer à peine, et Sambo qui était là, les dirkables que les pasteurs de Roland Dalo. Dites-moi, Tshisekedi est avec qui maintenant? Il est seul au front. Ils l'ont dribblé. La trahison, Tshisekedi, j'ai même l'impression que Tshisekedi lui-même, même dans son cercle le plus fermé, il est infiltré. Donc s'il est infiltré, s'il y a des trahisons, donc il n'est pas responsable en fait. Hein? Non, mais comment ça? Il est trahi par les gens à qui il fait confiance, s'il est infiltré, donc il n'est pas responsable. Charles, je vous rappelle qu'en 2023, le peuple congolais a voté les programmes présentés par les candidats à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui s'est présenté devant le peuple congolais pour lui présenter un plan d'action en leur disant « Voici comment je veux ici finir l'insécurité du Congo. Voici comment je veux finir la faim des Congolais. Voici comment je veux ici relier toutes les provinces du Congo. » Ce n'était pas ces gens-là. Si lui s'est mal entouré, ça c'est sa responsabilité. Mais tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Tshisekedi qui répondra devant le peuple. Les premiers responsables, c'est Félix Tshisekedi. De la complicité au niveau international, la complicité, les grandes firmes qui se trouvent derrière Kagame, et tout ça, c'est Tshisekedi est responsable. Hein. La complicité, les firmes, tout ça, c'est Tshisekedi. Pourquoi? Je vais répondre. Laissez-moi répondre, ne me perturbez pas. Charles Quint, Tshisekedi est voté par les Congolais. 74% si je ne me trompe pas. Totale confiance. 23,49%. Avec une majorité écrasante au sein des institutions, que ce soit des assemblées provinciales, au Parlement, tout ce qui va avec. Tshisekedi, il vient ici, nous donne un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement de coalition. Ce n'est pas un gouvernement issu du dialogue. C'est un gouvernement, n'est-ce pas, ici, issu de l'Union sacrée, qui est une plateforme créée par Tshisekedi. Donc, il devait ici appliquer la politique de Tshisekedi. On suppose que le président de la République connaissait bien la situation qui traversait le pays, donc il devait avoir un bon diplomate, c'est-à-dire un bon ministre des Affaires étrangères, un bon commandant des forces armées, parce que c'est lui qui en a, n'est-ce pas, les monopoles, de nommer ou de relever qu'il veut, d'avoir un bon ministre de l'Intérieur, un bon ministre de la Défense pour, n'est-ce pas, faire face à tout ce que nous sommes en train de vivre. Il a fait appel, il y a 2 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas, à la jeunesse congolaise de s'enrôler. Vous avez vu la mobilisation. Mais nos jeunes frères, nos amis, nos grands frères qui se sont enrôlés, ils sont dans quelles conditions? Ils n'arrivent même pas à manger. Ils sont délaissés dans des camps. Ils sont délaissés, n'est-ce pas, dans des écoles militaires. Pas de ration. Pas de motivation. Il n'y a pas longtemps, il y a une révélation qu'on envoyait $20 comme motivation pour chaque militaire au front. Et ces $20 étaient détournés. Tout ça, c'est la communauté internationale. Il n'y a pas longtemps ici, des révélations de gens cités, arrêtés par la DEMIAP, que ce sont des infiltrés. Ce sont des gens qui sont en train de communiquer avec le Rwandais, avec l'agresseur. Où sont-ils ces gens? Des noms nous ont été cités ici à la DEMIAP. Notamment Kabila, autant de personnalités. De Lubaya, autant de personnalités, de mèches avec les M23. Nous avions vu Nanga condamné. C'est bien saisi. Qu'est-ce qu'on attend de Kabila? C'est devenu une rhétorique. Qu'est-ce qu'on attend de Kabila? Qu'est-ce qu'on attend de Lubaya? Qu'est-ce qu'on attend de tous ces gens-là? Est-ce que c'était des fausses accusations ou c'était des accusations fondées? J'ai suivi moi-même, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Non, il y a 4 jours.
un ancien VPM de l'intérieur, passer sur les antennes, Peter Kazadi, dire qu'il a des preuves où nos évêques communiquent, des audios, où nos évêques communiquent avec l'ennemi. Les services font quoi? Pourquoi ne sont-ils pas interpellés? Pourquoi ne sont-ils pas inquiétés? Pourquoi on les laisse tous ces temps-là de continuer à communiquer, de continuer à trahir la nation? Tout ça, c'est la communauté internationale. La responsabilité, elle aussi, interne. Très bien. À notre, je vais chuter en disant, ici, ce n'est plus l'ère des discours. Tout ce que nous sommes en train de faire, on l'a déjà dit. Gauthier, je vais chuter, donne-moi 30 secondes. Nous l'avions assez dit. L'ère est de passer à l'action. Les vues sont en train de tomber. S'il y a de l'infiltration en interne, nous l'avions vécu. Et je vous rappelle, mon cher ami, que la ville de Goma et toutes ces villes qui sont tombées ne sont pas une première fois. Ça va faire 6 fois que Goma tombe. Sous Mobutu, sous Mouzé, sous Kabila. Aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi. Et chaque fois que nous sommes menacés à ces stades, il y a toujours des accords. Aucune nation, aucune armée n'a gagné seule l'agression ou la guerre. Il faut toujours des coalitions. On va arriver il est temps d'agir. Les chefs de l'État doivent faire agir. Maintenant, sa diplomatie agissante, dont il a toujours parlé, c'est l'heure maintenant de voir quels sont des accords militaires qui peuvent sauver nos frères de l'Est, nos frères de Goma qui sont en train de mourir matin, midi, soir. Patrick Allais, vous allez répondre aussi à cette question, réagir à ce que Gauthier a dit. Beaucoup de choses. Il y a eu des dénonciations au niveau interne, des gens qui ont été cités, à la DEMIAP, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce que le président a fait? Alors, des jeunes recrutés... Des détournements dénoncés par l'IGF, par-ci, par-là, autant de millions. Vous pensez aussi que... C'est la communauté internationale, ça? Kabila avait fait un bon travail. Il a laissé tous les pays, l'intégrité territoriale de notre pays, entre les mains de Tshisekedi, et que si la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec presque des provinces entre les mains du Rwanda, c'est de la responsabilité à 100% de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a une responsabilité, je l'ai dit. Moi, j'aime être équilibré. Le chef de l'État a une responsabilité et je l'ai dit, le choix qu'il a fait de tenter de nouer une amitié avec Kagame était un choix, je dirais, niaise. Pour rebondir à ce qu'a dit Gauthier, il dit l'armée avait vaincu le M23. Le M23. En 2013, à Tchanzou, c'est connu. Ok. Mais je me suis toujours posé la question, après avoir vaincu les M23, pourquoi le gouvernement s'est mis à table avec le M23? Le gouvernement a signé des accords. Vous avez vaincu une armée, mais vous vous mettez à table, et je me souviens encore du professeur Kalele, qui n'est pas un ami, qui n'est pas un admiratif de Tshisekedi. Il disait, est-ce que vous êtes sûr de signer cet accord? Ça, c'est Olusegun Obasanjo qui parlait à voilà. Chibanda. Donc, il nous relatait ce que le médiateur disait à Raymond Chibanda, alors ministre de la Coopération et des Affaires étrangères régionales. Quelle était la teneur de ces accords signés avec un mouvement vaincu militairement? C'est toujours ça la grande question qui me taraude l'esprit. Les M23, vaincus militairement, refont surface pour revendiquer ce que le gouvernement, notre gouvernement, par la continuité de l'État, doit à ces gens. Mais on dit, il ne faut pas parler du passé. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais Dieu merci que dans sa rhétorique, il a quand même avoué que Kabila était dans un profond sommeil. Mais c'est un profond sommeil. Ça a la conséquence d'endormir. Parce que quand je parlais d'endormissement, il a refusé mes propos. Mais lui-même, il est allé plus loin que mes propos. Il a parlé d'un profond sommeil. Moi, je n'ai parlé que d'endormissement. Mais lui, il a été même plus loin. Il a parlé d'un profond sommeil. Ce profond sommeil a coûté très cher à notre pays. Il a été même plus loin, lui-même. Il a dit, il a beaucoup bradé.
Kabila a beaucoup bradé. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Brader les richesses et On tout ne doit ça. pas se voiler des faces, c'est la vérité. Il a beaucoup bradé. Et tu sais qu'elle dit quand il vient, Il n'a pas bradé? non, tu sais qu'elle dit quand il vient, Kagame s'attend que tu sais qu'elle dit continue la politique de bradage, qu'il brade tout comme le faisait Kabila. Tu sais qu'elle dit refuse de continuer la politique, c'est pas moi qui le dis, c'est Gauthier qui le dit, de bradage. Bafou. Oh, mais je ne fais que reprendre vos affirmations sans rien ajouter, sans rien édulcorer. Tu sais qu'elle dit aujourd'hui responsable de refuser de continuer la politique de bradage à tout prix, au prix de conserver la paix, l'intégrité territoriale. Mais c'est plus, est-ce que c'est pas plus important que les richesses qu'on peut donner aux gens? C'est pas plus important? Non, je n'ai pas au prix de. Je me pose la question si il n'eût pas fallu que le président suive ce que Gauthier a révélé. Non, mais entre la mort des Congolais mais ça, et concéder quand même quelques richesses. Mais c'est ça, je me pose la question. Je pense que Gauthier nous a bien aidés. Il lui fallu que Tshisekedi suive la politique de Kabila. Tout brader, tout donner, tout concéder. Tu veux que nous mettions encore plus de brassage? Brasser. Tu veux, au premier producteur, il y a coltan, au comme premier producteur, il y a lithium. Prenez. C'est grave ça. Au prix. C'est très grave. Il m'attribue des propos. Non, non, je ne vous attribue pas cela. Je suis en train de réfléchir à haute voix. M'appuyant sur les affirmations que tu as faites. Je me dis peut-être que pour qu'aujourd'hui Tshisekedi ne soit pas traité de tous les noms d'oiseaux, qu'on mette sur sa tête toute la responsabilité. Il est responsable. Il est responsable, bien évidemment. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais qu'on lui mette sur la tête toute la responsabilité. Il lui fallu, pour se décharger, qu'il continue cette politique de tout brader, de tout concéder, de tout donner. On n'aurait peut-être pas eu à subir ce que nous subissons aujourd'hui. Mais, mais quand même, Kabila a donné à Tshisekedi tous les 145 territoires entre ses mains. Rutshuru, Masisi, mais je ne veux pas me répéter. Ça, c'est clair, non? Je ne peux pas me répéter. On nous a dit ici, au prix des bradages, au prix de tout concéder, au prix de tout donner, Kagame vous donne deux choix. Soit vous vous soumettez, soit il vous liquide. Mouzé, quand il a voulu, quand il a rompu avec eux et qu'il a fait dégager les Rwandais, refusant, c'est aussi la même chose. Hein? Quand ils ont fait, après leur deal, on vous amène à Kinshasa, nous, on prend la partie orientale, on se serre un peu, et puis voilà. Mais comme Kagame, je vous ai dit tantôt, ils en veulent toujours plus. Arrivés, ils en voulaient toujours plus. Ils ne voulaient pas se limiter à la partie orientale. Ils voulaient venir ici aussi à Kinshasa, prendre les postes, infiltrer partout. Kagame nous a dit, mais c'est quoi ça? Comme Moussé a dit, non. Il y a eu le commencement des rébellions qui a amené Moussé à la mort. Mais Joseph Kabila, peut-être lui, il n'a pas voulu être liquidé. Il tenait à sa vie. Il a dit tout ce qu'on va me demander, je vais résister un peu et puis je vous donne. Je résiste un peu, je vous donne. Donc c'est ça que Joseph a fait? Vraisemblablement. Si je m'appuie aux affirmations aussi finement données par mon cher ami, je présume. Je présume parce que on nous dit sous Joseph Kabila, nous comptions à peine quelques avions de chasse, les MiG 23 et 25, qui n'étaient même pas. Ça dit quand Kabila quitte le pouvoir, on n'a pas d'avions de chasse opérationnels. Ah bon? Oui. Les MiG 23 25 qu'il avait acquis n'étaient même pas en état de voler. Ah bon? Oui. Ça, c'est une révélation que vous faites là? C'est des faits. Le budget sous Kabila de l'armée vacillait entre 500 et 600 millions. Mais souvenez-vous non, permettez-moi. Ok. On nous dit que c'est une question de sous Kabila, l'armée. Vous avez une forte armée. Était bien payée. Oui. Nous avions des primes exorbitantes. Les soldats mangeaient à leur faim. On avait une armée qui pouvait même rivaliser avec, je dirais... Qui avait vaincu militairement aussi les M23. Non, ils ont vaincu. Mais sur les conditions de l'armée qui nous ont été vantées ici. Parfois, je me dis,
pour parfois ce besoin que l'on a de noircir pour essayer, je ne sais pas quelle fin, notre armée sous Kabila, dont le budget est margé à 500 à 600 millions. Donc à cette époque, non, moins que ça, moins que ça. On était aux alentours de 150 millions, 200 millions. Moi j'ai même souvenir Ouais, qu'on a doté les militaires des tenues. Les militaires qui disaient mais on nous vend ici l'armée. Une armée où les soldats n'avaient même pas des tenues militaires. Des tenues militaires qui faisaient 15 ans, 20 ans, sans être changées. Mais on nous dit sous Kabila, l'armée est exceptionnelle. Ils mangeaient à leur faim. Les cantines étaient remplies. La prime était au top. Tout ça dans le besoin de tout noircir. Tu sais qu'il dit, n'a certes pas améliorer les choses comme il devait être amélioré. Mais venir ici nous dire que sous Kabila, l'armée était exceptionnelle et que l'armée a dégringolé sur Tshisekedi, c'est, je pense, un peu fort de café. C'est fort de café. Parce que dans l'entretemps, le budget de l'armée est passé à quelque chose comme 1 milliard. Nous avons acquis de Sukhoi, mais nous sommes toujours en retard. Parce que quand, je prends encore les paroles de mon ami Gauthier, quand Kabila était dans son profond sommeil, c'est pas moi qui le dis, ça fait que ce profond sommeil a entraîné tout le Congo. Et Kagame était debout. Kagame est debout, Kagame a acquis des missiles sol-air. Aujourd'hui, même si on achète des avions de chasse, ça ne peut pas voler. Parce que tout avion qui volera, missile sol-air va les abattre. Donc on a... Et c'est qu'il n'a pas pu acheter les missiles sol-air, hein? Il n'a pas pu acheter les armes qu'il fallait. Laissez-moi venir. Parfois on pense, moi aussi je me pose cette question, mais pourquoi on n'achète pas? Pourquoi on ne fait pas les équipements militaires? On n'achète pas ça comme on achète du pain ou comme on achète une voiture à cylindrique. Et quand bien même vous achèterez des avions militaires, moi je pensais qu'il suffit que tu sois pilote, Bachelio, Sukhoi, Awa, ou Koto, Mathieu piloté. Non, il faut beaucoup de formations. Hein. J'apprends qu'il faut un minimum 3 ans. Oui, il faut beaucoup de formations. Pour former un pilote à faire bloco Basala Kawana na Bandinouana. Donc, nous dire ici qu'en claquant de doigts, en 4 ans, 5 ans, on pouvait avoir une armée capable de rivaliser avec une armée... Mais il a donné l'exemple du Mali, de Burkina Faso et beaucoup de pays. Hein. Il a donné beaucoup d'exemples là. Ces pays-là, ils sont en guerre avec qui? Les terroristes, les groupes terroristes? Oui. Les groupes terroristes qu'ils citent là, vous les comparez à l'armée rwandaise. Nous avons affaire à une armée soutenue, équipée, pendant que nous on était dans un profond sommeil. Kagame a pu équiper son armée grâce aux coopérations militaires qu'il a nouées avec Israël, la Pologne, la France. Nous, on était dans un profond sommeil. On n'a pas pu nouer ce genre de relations militaires, à même Donc en 6 ans, c'est qu'il ne pouvait pas faire ça en 6 ans de pouvoir? Non, je pense qu'il pouvait faire mieux. Là où je suis d'accord avec lui. Très bien. Non. Permettez, il a eu... Je sais pas moi... Vous terminez par là. On va parler... Il a eu 30 minutes. Là où je suis d'accord... C'est grave ça. Là où je suis d'accord avec lui. Et on doit le dire. Et je dis, j'ai beaucoup de courage pour tout ce qu'il dit. Je ne le cache pas, je l'aime beaucoup. La faiblesse, c'est quand quelqu'un aussi que Gauthier apprécie beaucoup. Quand notre patron de l'IGF criait ici sur les détournements. C'est là, moi, où j'ai eu du mal à saisir Tshisekedi. L'IGF, cet instrument formidable qu'il a mis en place, que Kabila avait étouffé, était un instrument à même de mettre une gestion saine des finances publiques, à même de prioriser les priorités. Parce que Tshisekedi aurait dû comprendre que la guerre de l'Est est quelque chose de vital pour Kagame. C'est une question de vie ou de mort. Que pendant que lui pensait, Kagame a ceux qui n'ont pas Et il le déclare clairement. Hein? Mais il est dit, c'est une question de vie ou de mort. Pour nous, bien pour son père. Pendant ce temps, on doit le dire. Les chefs ont été fragilisés dans la mission où même lui-même, Tshisekedi a confié à Lingeti. Tshisekedi a permis, dans une forme, je dirais, de passivité, aux gens de se mettre plein la poche. Et malheureusement, j'ai l'impression que sur ce point-là,
il souffre du même profond Très bien, sommeil merci que beaucoup. Kabila. Il ne se réveille pas encore. Très bien, merci beaucoup. Alors, Gauthier Sey, vous pouvez réagir un peu, mais on passe, on va parler de l'initiative des évêques catholiques. C'est très important. Les évêques qui ont rencontré Kagame, Nanga, Moïse Katumbi et la délégation de Joseph Kabila, est-ce que l'heure n'est pas venue aujourd'hui pour que les Congolais puissent se mettre autour d'une table afin de créer la cohésion nationale dont Martin Fayulu avait parlé? Mais il n'était pas écouté, Martin Fayulu. Aigle, Martin Fayulu avait parlé de la cohésion. Est-ce que le moment n'est pas venu aujourd'hui pour que les Congolais puissent se mettre autour d'une table afin de créer l'unité et barrer la route à l'ennemi qui tient coûte que coûte à la balkanisation de notre pays? Très bien, cher Charles-Quint. Mais je dirais à mon très cher frère et ami Eyali, j'ai senti de la peine pour répondre à cette question et ne pouvait que me charger de tout et de rien. Mon cher ami... Il n'a répété que ce que vous avez dit. Je te protège et puis je pense que je te conseille tout ce que tu venais de dire tantôt. Mais vous savez, Charles-Quint, c'est ce genre de discours. Ce genre de discours de la plupart des proches du chef qui ont fait que nous puissions, n'est-ce pas, être dans des conditions qu'il vient de dire tantôt là en chitant pendant sa rhétorique. Et le chef s'est longtemps aussi endormi. Ce n'est pas le moment ici de venir chercher à embellir des choses ou à dire des choses pour plaire au chef. Ici, c'est le moment de tout noircir. C'est ce qu'il a fixé, qu'il a dit. Exactement. Il a plu au chef. Oui, les choses pour plaire au chef, pour dire, bon voilà, que les partis disent, les présidentiels disent, écoutez, il y a quand même un journaliste républicain. Non, l'air ici, il dit la vérité. Ici, c'est la patrie. Nous devons défendre la patrie et non les partis politiques et non les régimes. Et moi, je défends la patrie. Mon cher, tout ce qu'il dit. Sous Kabila, l'armée n'avait pas d'avion. Sous Kabila, l'armée... C'est faux? Sous Kabila... Non, j'en arrive. Sous Kabila, l'armée n'avait pas. Les budgets étaient de moins de 600 millions. Les budgets n'atteignaient même pas 600 millions. Tous les mots qui viennent de décrire sous Kabila. Mais sous Kabila, l'intégrité était sauvegardée. Au prix du bradage. Sous Kabila, Au prix du bradage. on ne violait pas nos frères et sœurs. À l'Est, pendant... Gauthier. Mon cher ami, Gauthier. sous Kabila, en une semaine, Non, on n'a mais pas perdu Gauthier, 2000. S'il vous plaît. Sacré de Béni, bout de Béni. Je parle d'après 2013, quand Kabila a pu, n'est-ce pas, négocier avec le M23. Mais les viols étaient là. Non, En 2013, c'est passé. CNDP, Est-ce M23, qu'on tout peut ça. circonscrire les débats? Oui. Je viens ici, nous ne sommes pas pendant la guerre avec le M23. Nous sommes à l'étape où Kabila a pu brader, négocier et avoir la paix pour sauvegarder l'intégrité. Je suis là. Merci de Je suis à cette étape-là. Maintenant, sous Kabila, on n'avait pas 600 millions. Sous Tshisekedi, on a 1 milliard. Sous Kabila, on n'avait pas autant d'avions. Sous Tshisekedi, on en a 100. Sous Kabila, ils n'avaient pas de primes. Sous Tshisekedi, ils ont autant de primes. Leurs enfants et femmes vont à l'école, mangent matin, Des midi, primes soir. qui n'arrivent pas auprès des Mais militaires. comment on n'arrive pas à protéger les biens de nos frères et sœurs et leur vie? C'est ça la question. Le peuple n'a pas besoin de la comparaison. Kabila, dans ces pays, je n'ai pas entendu une seule fois Kabila venir se comparer à Mobutu ou à son père qui l'a succédé. C'est vous qui avez fait la comparaison. Kabila n'a jamais accusé son père ou Mobutu. Il a assumé les erreurs de Mobutu. C'était ça aussi la force de Kabila. Je comprends quand il disait qu'il faut parler quand vous avez les mots plus que le silence. Et j'ai l'impression que vous avez aussi induit longtemps les chefs de l'État en erreur. En l'étendant tout le temps les micros, il y a les hauts. Tant qu'on est sur président Loba, président Loba, président Loba, Maram Nyosoko Loba, 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 Suko. Vous voyez, j'ai vu même une vidéo qui choquait sur la toile. Kabila s'est référé à un ancien musicien congolais, Luambo. Il dit, il y a un musicien congolais qui a chanté en disant Touba Touba Sala Sala rien. Donc il y a un moment, il faut apprendre à se retirer. Mais là, c'est pour des présidents africains. On voit aux États-Unis et partout là. Les présidents parlaient chaque jour. Hein. Mais les présidents. Jusqu'à la fin de ce mandat, ça ne pose pas de problème. Je vous dis, mais Charles-Quint. Parce qu'ils sont redevables devant les peuples. Donc on doit avoir aussi cette culture-là. Un père de famille où vous avez une famille endeuillée. Il y a des mouvements que vous devez stopper. Il y a des choses que vous ne devez plus faire parce que la maison est endeuillée. Quand la maison est endeuillée, ce n'est pas comparable à une maison où il y a la joie, il y a la fête. Ne vous comparez pas à ces grands pays où, n'est-ce pas, ils ne sont pas tués, où ils ne sont pas violés comme chez nous à l'Est. Et peut-être s'il était, ils allaient faire plus Ne crachez pas sur les morts de nos frères et sœurs à l'Est du pays. Respectons nos morts. Mon cher ami, moi j'ai des frères et sœurs là-bas. J'ai des frères et sœurs là-bas.
Et je sais ce qu'ils sont en train de subir. Donc, ici, nous sommes dans une maison endeuillée. La République démocratique du Congo est en deuil. Il ne fallait pas que C'est Tshisekedi chaque parle jour trop. qu'on parle. Il devait être Il ne calme. faudra... Oui, il y a certaines choses qu'il ne devait pas dire. Il y a certains mouvements qui devaient, n'est-ce pas, s'interdire de faire. Parce que Trop de voyages, c'est pas lui trop de le voyages. papa maintenant. À ces moments difficiles, tous les enfants, toute la famille, la famille, c'est Tshisekedi. Donc, il n'est pas question ici de nous rappeler sous. Il est temps ici de dire au chef de l'État, voici ce qu'il faut faire. Nous reconnaissons que nous n'avions pas une armée, n'est-ce pas, à la hauteur de l'armée rwandaise. Mais maintenant, mon cher ami, qu'est-ce qu'on doit faire? Demandons au chef de l'État de faire des accords. Nous avions vu Mouzé avec les Zimbabwéens, avec les Burundais ici. Les Angolais. Les Angolais. Nous avions vu plutôt Mobutu aussi faire des accords. Nous avions vu des armées étrangères venir se battre aux côtés des FARDC pour restaurer, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale du pays. Il est temps que les chefs de l'État signent des accords concrets. Des accords concrets avec des armées des pays voisins, parce que regardez ce qui va arriver. Qu'est-ce qui empêche Tshisekedi de le faire aujourd'hui? Est-ce que ces pays-là lui font confiance ou pas? Est-ce qu'ils croient en son leadership Tout ou pas? simplement parce que c'est ce que disait tantôt mon cher ami, que le chef de l'État s'est fait, n'est-ce pas, dribbler par Kagame, en croyant s'approcher de lui, que ça pouvait résoudre les problèmes. Mais c'était suicidaire cette approche. Voilà maintenant les conséquences. Et je me demande, quand le chef de l'État s'est touché main dans la main avec Kagame, quand il rit, il se disait quoi? Est-ce que la vie Otiki? Otiki minéré nangai? Ou bien minéré Ogoyiba Kaka? Ogoboma Lisusu? Ogoyate? Je me disais, il parlait de quoi? Il parlait de quoi? Donc je pense, l'air n'est pas, n'est-ce pas, aux erreurs du passé. Voilà. L'air n'est pas de rappeler qu'on avait un budget autant, on n'avait pas d'armes, on n'avait pas... L'air est aussi de dire, on a autant, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Cet argent est détourné. Cet argent n'arrive même pas au front. L'IGF là t'a dit décrié. Nous avions des individus aujourd'hui qui coûtent 300 millions de dollars en espèces. En espèces. Donc je pense que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est d'abord la volonté politique, mais aussi ce côté patriotique là de sauver les pays. Donc passons à l'acte, évitons les longs discours. Alors, Patrick. Les évêques catholiques. Pacte social. Pacte social. Mais là, la question revient. Est-ce qu'il s'agit d'un pacte social entre Congolais ou dans la sous-région? C'est ça aussi la question. L'initiative, au départ, j'avais applaudi l'initiative. Entre Congolais, ce sont nos évêques, ce sont nos pères spirituels. Ils nous prêchent l'évangile matin, midi, soir. Ils ont accès à nous, Congolais. Ils peuvent rencontrer tout Congolais, n'est-ce pas? Animés de bonne foi pour essayer de discuter de cette question, se mettre autour d'une table pour faire face à l'ennemi. Ça, j'avais applaudi. Ils ont commencé par les chefs de l'État, les différents politiques. Mais le fait de traverser, aller chez l'agresseur, c'est lui qui tue matin, midi, soir, qui n'est pas votre fidèle, avec qui vous ne parlez pas le même langage. Mais qui est parti au conflit, hein? Qui est parti, oui, parti au conflit, mais parce que c'est un État. Il ne combat pas le Congo parce que c'est Kagame, il est lancé, il est mince comme Gauthier. Il combat le Congo comme président rwandais. Et nous savions tous qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts qui priment. La preuve, si l'amitié était née, il n'allait pas tuer au Congo parce que la manière dont Tshisekedi les portait, la manière dont Tshisekedi les touchait, les faisait rire. Il allait quand même se dire, il allait penser même une fois seulement au sourire de Tshisekedi. Mais le fait de zapper les souris de Tshisekedi, tuer matin, midi, soir, c'est pour vous dire que ce sont les intérêts qui priment. Ce sont des concessions. Qu'est-ce que l'Église va promettre à Kagame? Est-ce que l'Église du Congo devait s'adresser directement à Kagame ou devait s'adresser à l'Église du Rwanda? Parce qu'avant qu'il n'y arrive, nous avions suivi l'homélie d'un prêtre rwandais ou qui enseignait dans son église que les terres de Bukavu, ce sont leurs terres. Ça, c'est un pasteur protestant. Hein. Voilà, qui devait faire quoi? Qui devait récupérer ces terres. Et qu'il faut armer déjà nos enfants. Ils doivent savoir que nous avions des terres au Congo qu'on doit récupérer. Donc vous n'avez pas apprécié la rencontre Kagame-évêque du Congo? Ça biaisait, n'est-ce pas, la démarche des évêques. Et regardez la facilité avec laquelle ils ont accédé au chef d'État rwandais. Mon cher ami, nous savions qu'un chef d'État, ce n'est pas Charles Quint, ce n'est pas Yal et qu'on doit voir du jour au lendemain. Il faut que ce soit programmé, il faut faire des audiences, il faut qu'il y ait des émissaires, il faut que votre cahier des charges soit rencontre, n'est-ce pas, son programme. Mais 2 jours ont suffi pour que les évêques puissent rencontrer Kagame. Je me dis qui a pris contact pour eux. Nangaliza dit clairement que je ne suis qu'un pantin. La décision sur Rwanda, j'appelle mon papa pour que vous ayez discuté avec lui. Ce n'était pas ça, les messages de Kagame. Mais maintenant, il y a un souci. Les évêques devaient rencontrer une partie au problème, qui est aussi Joseph Kabila. Mais ils ont fait 48 heures, ça c'est une révélation que je fais chez toi ici. 48 heures, Addis Abeba, Kabila Kangiba téléphone.
48 heures. 48 heures, Bakoutena Kabila te. Alors qu'en quittant, pour se rendre à Addis Abeba, ils avaient déjà pris des contacts qui devaient être reçus par Joseph Kabila. Arrivés à Addis Abeba, Kabila ne les a pas reçus. Ils n'ont pas pu atteindre Kabila au téléphone. Les évêques ont pris la route pour Bruxelles. Arrivés à Bruxelles, ils ont eu le coup de fil pour leur dire qu'il y a eu un contretemps et qu'ils pouvaient recevoir, ils pouvaient être reçus par ses émissaires. Il va mandater José Makila, Raymond Chibanda et Némi pour qu'ils soient reçus. Et c'est quoi le message de Kabila? Kabila est clair. Le même message qu'il a passé à Moïse Katumbi, le même message qu'il a passé à Lubaya quand ils l'ont vu à Addis Abeba, c'est le même message qu'il a aussi placé, plutôt donné aux évêques. Et c'est quel message? Selon mes sources. Kabila, pour lui, il ne se mettra plus jamais aux côtés de Tshisekedi pour négocier de quoi que ce soit. C'est ça le message de Kabila? Le message de Kabila, Tshisekedi ne respecte pas sa parole. Et que, ici, à ce stade, lui, tout ce qu'il demande, c'est de faire un front commun contre Tshisekedi, de l'empêcher de modifier la Constitution et de le laisser finir son mandat et réorganiser. C'est ça le message de Joseph Kabila? Mais c'est ça le message. Pendant ça, que le pays est en train de brûler. Une grande révélation? Mais le pays est en train de se brûler. Le pays est en train de partir à petit feu. Donc Kabila veut que que Tshisekedi puisse aller jusqu'à la fin, en 2028. Il les laisse faire. Pour lui, ce n'est pas un homme de parole. Il ne se voit plus autour de lui pour discuter de quoi que ce soit. Et pour lui, il préfère rester à l'écart de tout ce qui se passe, qu'il finisse sa gestion, mais seulement qu'il mette un front commun pour l'empêcher. Donc, ce qui intéresse Kabila, c'est seulement la Constitution, la modification de la Constitution. Alors, vous avez suivi les Bukavu, Goma, tout ce qui est en train de tomber, apparemment, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui m'inquiète aussi. Pour quelqu'un qui a été chef d'État, 18 ans, qui a tout bénéficié du Congo. Nous savions tous comment Kabila est venu ici au pays et nous savions tous comment il est parti du pouvoir. Aujourd'hui, Kabila n'a plus besoin de quoi que ce soit. Les maisons, les biens, tout, il en a. Donc, il doit quand même se souvenir, au moins, même de ces côtés-là matériels que le Congo l'a donné. Même si Tshisekedi l'a trahi. Même si Tshisekedi l'a acquise matin, midi, soir. Et même si je ne suis pas d'accord avec la rhétorique de Tshisekedi, c'est Kabila, c'est Kabila. C'est une façon de dédouaner l'ennemi qui est Kagame. Alors que la rhétorique de Tshisekedi avait déjà eu à l'international et dans la sous-région, le fait de citer Kagame matin, midi, soir. Et si Tshisekedi avait vraiment des informations comme quoi Kabila, c'est l'AFC. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Les dire ou pas? Même s'il avait ces informations, sachant que Kabila l'AFC est soutenu par Kagame et que c'est Kagame qui a l'armée, que Kabila lui-même n'a pas d'armée. Peut-être qu'il a la stratégie. Y a-t-il pas complicité entre Kabila et Kagame aujourd'hui derrière? Est-ce qu'il fallait dire publiquement? C'est une façon aussi de dédouaner Kagame. Moi, je pense que communicationnellement, ça n'a pas marqué, ça n'a pas tenu. Il y a M23, il y a AFC. On devait rester dans cette rhétorique parce que ce soit le M23, que ce soit l'AFC de Nanga, nous savions tous qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, ici, de l'armée de Kagame. C'est Kagame qui est derrière et ses alliés. Ici, on ne doit pas se voiler des faces. Quel pouvoir matériel, financier que Nanga a pour faire tomber autant de villes? Et quel est ce pouvoir militaire que Kabila a pour faire tomber autant de villes? Je ne peux pas encore croire le pouvoir financier. Carnet d'adresse dans la sous-région. Mais ici, venir pour un chef d'État, c'est plaindre de son prédécesseur de cette manière-là. Je pense que c'est dédouaner l'ennemi. On devait rester dans cette rhétorique-là. Kagame et ses patins. Donc, pour vous, les dialogues... Les dialogues entre Congolais, je suis d'accord, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas trop tard? Déjà, le fait que pour vous, les évêques sont là en mission, vous voyez les porte-parole du gouvernement venir dire, cette mission-là n'engage pas les chefs de l'État. Les évêques disent que nous sommes mandatés par les chefs, nous avions parlé, nous avions eu son go, mais vous voyez les secrétaires généraux du parti présidentiel qui sortent pour vous dire non, ce qu'ils font là, c'est leur démarche personnelle, ça n'engage pas les chefs de l'État, ça les discrédite. Je pense peut-être, ça c'est selon mes analyses, je pense que c'est à cause de toutes ces sorties médiatiques que Kabila les a rejetées. Et juste après ces sorties médiatiques, Nanga, qui avait déjà respecté la trêve, qui était resté à Goma, vous l'avez vu avancer vers Bukavu. Est-ce que quelque part, ça n'a pas dilué la démarche des évêques? Est-ce que quelque part, ça n'a pas discrédité la démarche des évêques? Parce que les évêques, pour qu'ils soient reçus partout ils vont, ils partent avec le nom du chef de l'État. On ne doit pas se voir des faces. Voilà pourquoi, avant de recevoir qui que ce soit, ils ont commencé par les chefs de l'État, les garants des bonnes institutions. Merci beaucoup, Patrick Eyalé. Par rapport au dialogue, en 2 minutes, je dirais, Patrick Eyalé, cher Charlequin, nous sommes Congolais. Certains ont femmes et enfants à l'extérieur du pays. Moi, je me promène avec ma femme comme un sac. Partout, ça va arriver que je trouve quand même où me cacher. Donc, je n'ai que ce Congo comme pays. Je n'ai où aller. Je n'ai pas de papiers, je ne sais pas de quel pays. Ici, disons la vérité au chef de l'État. La vérité, c'est celle-ci. Tata Mokonzi Mboka, osa infiltré tina cercle na yo. Comment expliquer que même ceux qui ont dit ça, moi, Mobembo Moké, Batuba Koye Bango,
bato bako publier déjà que on redéplacer il y a dans 2 jours, on redéplacer dans 1 jour. Bako bangonde. Ça voudrait dire que entourage na yo pe basi ba infiltré yo. Na armée na yo za suna armée choquée il faut contester. Et l'armée est infiltrée à tous les niveaux. Ba politique aux na bango. La plupart ce sont des hommes d'affaires. La preuve na Bukavu tombé. Bazana ba cimenterie, bazana ba immeuble, bazana biloko mweba loba réalité. Ba msusu batinda ba émissaire ba ko négocier na ba towana bobuka biloko na ngate, boyibate contribution na nga financière yango to yana ba kombo le moment venu. C'est que moi je vais vous demander, prenez le courage de musée. Zwa pepo kende ko signer ba corps militaire. Na ba pays o baza sincère na yo. Zwa ba mapinga na bango, yaka na bango, bunda bitumba oyo. Na niveau oyo, so peut toquer na dialogue, on dialoguer dans moment de faiblesse parce que tu es déjà affaibli. On dialoguer dans moment de faiblesse makasi. To bunda bitumba, to benga na bango, to sécuriser la frontière après total la guerre en interne entre biso, total la ndeni koka na Kabila, na Katumbi, na bamsusuana. Mais ba yo ba moniete, ba ki ko sansima tata mo konzamboka te, ba été même si ils prenaient la place de Tshisekedi, ils seront bités à ces mêmes problèmes. Nous devons d'abord nous unir, mettre l'ennemi hors d'état de nuire, après venir nous entretuer entre nous. Ici, en interne. Patrick Allé, initiative des évêques catholiques. Aujourd'hui, faut-il continuer pour rassembler les fils du Congo autour d'une table afin de barrer la route à l'ennemi? J'aimerais d'abord, en 2-3 minutes, rebondir sur... en une minute, s'il vous plaît. En une minute. Gauthier dit, il faut être comme Joseph Kabila, il n'est pas parlé. Joseph Kabila est atypique. Avant lui, Musée, qui a connu cette guerre, il parlait beaucoup. Hein. C'est-à-dire, il communiquait beaucoup. Je me demande parfois... Les sorts, c'était quoi ce sort? Je me demande parfois si c'est pas Félix qui est une filiation des Musées. Oh. Parce que dans les attitudes, il y a une grande différence. Musée communiquait beaucoup. J'ai vu encore une vidéo de Musée où il part en Europe pour expliquer les Congolais les motifs de la guerre que fait Kagame. Où il explique que il recherche à étendre son pouvoir. Il communiquait, il prenait les musiciens. Je ne sais pas si on doit suivre, même avant Musée, on a connu Mobutu, qui même malade, revenu de Cap-Martin. Je me souviens encore ce jour-là, élève que j'étais, je suis allé jusqu'au coach. Il communiquait. En train d'accuser son prédécesseur. Il communiquait. Je parle de Mobutu là. Parce que avant Mobutu, avant Mobutu, on ne peut pas parler de ce que Mobutu a connu sur Kassavoum. Donc, en termes de communiquer, ces présidents communiquaient. On peut aller même plus loin, aux exemples qu'il a cités. Zelensky, il communique chaque jour. Comment il s'appelle l'autre? Poutine, il communique. Donc, pour moi, l'exemple de Joseph est quelque chose d'atypique. Quelqu'un qui ne parle pas, même quand il a quelque chose à dire. Même quand les Congolais meurent, il ne dit jamais rien. Donc, il ça dit un papa, on tue des gens, on l'a baraté. Bassali Boy, on l'a baraté. Bon. Faut quoi agir, tu fais au Et agir et parler est nécessaire. Parce qu'un enfant a besoin d'être rassuré. L'action, ça veut dire, l'action n'est pas instantanée. L'action, on la prépare, on la mûrit. On la prépare, on la mûrit avant d'agir. On rassure. Mais bon, chacun est libre d'estimer. Pour moi, en ce sens-là, je peux citer tant d'exemples de chefs de l'État. En fait, le rôle d'un chef, c'est de savoir rassurer. Ce n'est pas de se taire, de se cacher, même quand il y a de morts, de ne pas parler. Ok. Maintenant, parlons des évêques. Sur bien de points sur ce sujet, je suis à peu près d'accord avec lui. Mais moi, c'est le commencement. Je veux prendre la fin. Pourquoi la qualité des médiateurs autoproclamés ou réclamés des évêques pose problème? Parce que je l'ai dit dans la précédente émission. Les évêques, dans leur posture, ils sont aujourd'hui perçus comme faisant partie du problème. Parce que, eux comme Kagame, ils ont eu à peu près... On accuse tout le monde en tout cas. Mais quand Gauthier accuse les gens, lui il a ses mandats d'accuser. Mais quand moi je parle,
Moi, je n'ai pas ce droit. Allez-y, on est Plein à la fin droit. de l'émission. Oui, je vous montre un peu vos propres contradictions. Quand vous parlez de profond sommeil, c'est bon. Comment j'en parle? Non, et allez. Bon. Maintenant, Kagame dit Tshisekedi n'a pas gagné les 2 élections. Ambongo et Tchole, ils ont le même narratif. Ils ont contesté la légitimité de Tshisekedi. Comment des gens ayant contesté la légitimité de celui qui est là. Ça, c'est en 2018 et non pas en 2023. Hein? En 2023, ils ont émis des doutes persistants. Donc, leur discours est peu ou prou le même que celui tenu par Kagame. Leur, je dirais, proximité qui n'est pas démontrée avec un camp plus poussé n'est pas démontré. Le camp de Moïse Katumbi. Ce camp-là qui leur a offert 40 000 smartphones pour surveiller l'élection du candidat qui était le candidat de Katumbi. Uchole a nié, mais Kamitatou l'a sorti, je dirais, comme le nez au milieu du visage, le mensonge de Cholé qu'il avait dit aux yeux du monde. Donc la collusion, la connivence qu'il y a entre l'agenda de Moïse Katumbi, qui est porté avec les évêques, pose quand même problème à une partie, qui est le parti au pouvoir. Est-ce qu'ils sont les mieux placés? Mais ils ont été reçus par le président Tshisekedi et le président a loué leur initiative, c'est clair. Le président a loué leur initiative. Le président, je vous l'ai dit et je me répète encore, je l'ai dit la fois passée, un peu comme le maréchal, que j'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un qui savait parler. S'il faut pactiser avec le diable, pourvu que je sauve ce qu'il y a à sauver, sauf que je ne brade pas tout. Je ne veux pas dire comme qui, parce qu'on va encore m'accuser d'accuser. Je peux accepter. Allez-y. Maintenant, est-ce que vous pensez que le chef leur a dit, dans votre pèlerinage, je saute un peu l'étape de Kagame, il a si bien parlé de ça, allez rencontrer Diongo? Oui, tout le monde, la classe politique, tout le monde. Diongo est un acteur politique de la RDC. Non. Oui, c'est un acteur, je ne vais pas aujourd'hui minimiser. Je ne vais pas aujourd'hui minimiser. Mais chercher à aller donner la parole aux gens qui, tout ont bu, c'est-à-dire louent la participation de l'armée rwandaise dans ce qui se passe au Congo. C'est quand même, je vais encore répéter cette expression, c'est une expression de Mosengo, pour rester dans la ligne de ce qu'on dit. C'est trop fort quand même. Non mais attendez, donc, comment rencontrer Nanga et refuser de rencontrer Jean-Claude Vemba, Franck Diongo? Nanga qui est même responsable avec ce mouvement de milliers de morts au Nord Kivu. Est-ce que... Par la force de choses, Nanga est aujourd'hui la figure de proue de la prétendue rébellion. Parce que c'est une prétendue rébellion. Okay. C'est une prétendue rébellion parce que c'est des supplétifs. Allez-y, ne vous suivez pas, c'est compris. C'est des supplétifs de Kagame. C'est normal qu'il puisse le rencontrer. Donc, vous êtes contre le dialogue, si je comprends bien? Non, je ne suis pas contre le dialogue. Mais je me dis que les personnes qui se sont proposées à mener ces dialogues posent problème. Moi, j'aurais préféré. Je m'attendais d'abord que les prêtres qui se sont mis dans une position délicate, parce qu'ils n'ont pas eu le courage, eux qui sont si courageux d'habitude, de dénoncer l'agression de Rwanda, de Kagame. Les évêques, plus particulièrement le cardinal, ce n'est pas le courage qui lui manque quand il s'agit d'accuser tous les dérives qu'il met à la tête du président. On est vraiment à la fin de l'émission. Vous proposez concrètement quoi par rapport à cette initiative des évêques? Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Faut-il que les Congolais se retrouvent autour d'une table avec la médiation des évêques ou qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que vous avez suivi ce que Gauthier vient de donner ici comme révélation sur Joseph Kabila. Bon,
je n'ai pas assez de temps pour m'apaisantir sur ma position concernant, je dirais, la position, permettez-moi cette tautologie de M. Kabila. J'emprunte volontiers, je dirais, les accusations, parce que lui, il a le droit d'accuser, que Gauthier a porté sur Kabila. Moi, je me refuse de le faire, parce que si je le fais, il va dire que non, moi je suis là pour louanger. Et je prends pour moi les accusations. Allez-y tout droit au but, s'il vous plaît. Les Répondez à ma accusations question. portées contre l'irresponsabilité. Il a si bien dit, c'est de l'irresponsabilité de M. Kabila. Et moi j'en veux. Parce que, souvenez-vous, quand on nous informe que Kabila a fui, nous sommes le 30 mars 2024. C'est Kabouya qui parfois, ce qu'il dit, on a l'impression qu'il divague. Je me souviens que je me suis même fâché contre lui, mais comment il peut sortir des choses aussi lourdes de conséquences sans en mesurer, je dirais, la portée. On est au 30 mars. Quelques mois après, le chef de l'État répond à son compte cette accusation pour dire que l'AFC, c'est lui. Mais je suis d'accord avec Gauthier. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'entretemps? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font des collaborateurs qui sont dans la logique de la subversion? Là où je suis nuancé, je ne pense pas que Kabila, peut-être que là, il est mieux renseigné parce qu'il a beaucoup plus d'entrées chez les kabylistes. Moi, c'est un milieu que je ne Toujours des côtoie pas. accusations. Non, ce n'est pas une accusation. Avoir des entrées chez les kabylistes, c'est une accusation. C'est des Congolais comme nous. Concluez, J'ai tout simplement- on est à la fin de l'émission. Pardon? À l'Union sacrée, j'ai plus. On est à la fin de l'émission. Moi, j'ai pas la chance d'avoir des entrées et à l'Union Sacrée, et chez Kabila, et chez Katumbi. Donc, moi, je pense que il n'est pas prêt à laisser le président finir son mandat. Non. Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila, non. Contrairement à ce que Gauthier a dit, le projet de renverser, coûte que coûte par tous les moyens, le pouvoir actuel est un projet porté par Kabila. Il est en complicité avec Kagame aujourd'hui? L'ennemi de mon ennemi est un ami pour moi. Parce que les objectifs poursuivis par Kagame et Kabila aujourd'hui sont les mêmes. Abattre celui qui empêche le bradage. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous prie de vous abonner massivement sur GC Congo Télévision et de Charles, il laisser faut rappeler aussi à nos enfants et à nos jeunes frères qui nous suivent que l'armée qui est en train ici de nous mettre à genoux n'a que 33 000 hommes. Et nous avions une armée de plus de 100 000 hommes. Donc, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus très prochainement. Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision. Aimez aussi cette émission. Aimez l'émission. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp à travers le monde, partout où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine.